Comment penser l'absolutisme chinois? Est-il un totalitarisme? Il y a bien un effort de totalisation dans la doctrine Xi, comme l'exprime le concept des 4 intégralités. 4个全面的战略布局。全面en chinois traduit l'idée d'intégralité, de totalisation, mais non pas de totalitarisme, car dans cette notion se glisse évidemment un jugement qui dépasse et contredit le sens que lui donnent évidemment les Chinois. L'effort de totalisation qui s'exprime dans la doctrine Xi exprime la puissance combinée du travail de réflexion à tous les échelons du parti, de 90 millions de membres environ. Il cumule aussi les critiques et les propositions des 8 partis du Front uni, car la Chine officiellement est un pays multipartite, mais attention, évidemment, ce multipartisme ne fonctionne pas comme le nôtre. Les 8 partis, je les cite en passant pour notre culture, les 8 partis représentés dans les 2 chambres, les Lianghui, les 2 chambres de l'Assemblée populaire de Chine, et la conférence consultative politique du peuple chinois, la fameuse CCPPC, ces 8 partis sont le Comité révolutionnaire du Kuomintang, la Ligue démocratique de Chine, l'Association pour la construction démocratique de Chine, l'Association chinoise pour la promotion de la démocratie, le Parti démocratique des ouvriers et des paysans de Chine, le Zhigongdang, c'est-à-dire le Parti chinois pour l'intérêt national, la Société du 3 septembre, Société du Jiusan, du 3-9, c'est-à-dire du 3 septembre. Il y a aussi la Ligue démocratique autonome de Taïwan. Bon, il y a un front uni sur lequel existent des études de politologues, vous les retrouverez sans difficulté. Évidemment, l'objection est la suivante, ce front uni, ces 8 partis ne seraient qu'une mascarade faite pour simuler le fonctionnement de la démocratie multipartite à l'occidental, mais évidemment une mascarade qui ne tromperait personne. Ce ne serait qu'un stratagème de propagande fait pour maquiller le caractère en réalité autoritaire et totalitaire du régime chinois, une propagande efficace contre le peuple chinois, mais que nos perspicaces analystes occidentaux auraient percé à jour. Alors il est vrai que ces 8 partis ne forment pas réellement une opposition, il n'y a pas d'opposition possible au Parti communiste chinois en Chine, mais ce sont des forces contributives qui siègent à l'Assemblée populaire nationale et à la conférence consultative politique du peuple chinois, à l'APN et à la CCPPC. Et je voudrais vous lire un extrait d'un discours de Xi Jinping du 20 septembre 2019 au sujet de cette CCPPC. La conférence consultative politique du peuple chinois, dit Xi Jinping, est une grande réussite du Parti communiste chinois. En combinant les théories marxistes-léninistes du Front uni, des théories politiques et de la politique démocratique avec les conditions en Chine. C'est un facteur politique novateur impliquant des partis politiques, des personnalités éminentes sans aucune affiliation à un parti, des organisations populaires et des personnes de tous les horizons et de tous les groupes ethniques sous la direction du Parti communiste chinois. Depuis 70 ans, la CCPPC se consacre aux 2 thèmes majeurs de l'unité et de la démocratie. Il a servi de soutien à la tâche centrale du parti et a joué un rôle important dans la fondation de la République populaire de Chine et dans chaque période historique de révolution socialiste, de développement et de réforme. Vous trouvez ça au tome 3 de la gouvernance de la Chine, page 341. Donc, s'il y a un absolutisme à la chinoise, il doit s'interpréter autrement que dans le sens d'un règne du bon plaisir du prince, tel que les monarchomaques l'avaient stigmatisé. Mais je reviendrai sur ce débat des monarchomaques et de Jean Bodin dans une capsule consacrée. Ce que je veux dire, c'est que la prérogative du parti, la direction essentielle du parti sur la vie politique chinoise n'exclut pas la place de choix
accordé à la Conférence consultative populaire politique chinoise, à la CCPPC, qui confère à cette démocratie à la chinoise une caractéristique tout à fait singulière, certes, mais essentielle, et dont on peut dire sur 70 ans qu'elle fonctionne et qu'elle accompagne la Chine dans son retour sur le devant de la scène géopolitique. Je ne dis pas qu'elle n'a aucun problème, Xi Jinping lui-même ne le dit pas, je ne dis pas non plus, je dis encore moins qu'elle ne nous pose pas de problème de compréhension, je crois au contraire que nous croyons, nous, intellectuels occidentaux, l'avoir un peu trop vite comprise. En tout cas, Xi Jinping ne se flatte pas de gouverner seul et de surplomber la vie politique. Il fait de nombreux discours pour souligner le caractère collégial de la direction politique chinoise. Dans les mois qui ont suivi son installation à la présidence de la République, prévenant même l'objection d'une personnalisation du pouvoir, insufflant même à la CCPPC un nouveau souffle à partir de 2014. Bon, il y a toute une série de discours que vous retrouverez sans peine dans les tomes 1 et 2 et même 3 de la gouvernance de la Chine sur cette question. Même si la figure présidentielle a pris effectivement dans le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère une importance nouvelle, on y reviendra. J'ai parlé de prince, icône de la loi dans ma thèse et dans Xi Jinping entre Marx et Confucius, donc il y a une véritable importance, une hyper-présidentialisation du régime chinois d'un côté, mais ce n'est pas sans contrepartie. N'est-il pas plus juste de définir ce régime par son caractère mixte, à la fois monarchique, oui, par sa figure présidentielle, mais aristocratique aussi par la direction d'un volumineux parti et démocratique enfin par l'importance croissante du principe de la consultation populaire dans le cadre de la CCPPC. Sur cette importance croissante du principe de la consultation populaire dans le cadre de la CCPPC, j'insiste, vous voyez par exemple dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, le chapitre 8, tout le chapitre 8, c'est-à-dire les pages 357 et suivantes. Il y a de quoi dire d'un point de vue de la sociologie politique, je ne vais pas, moi, en philosophe, m'engager plus profondément dans cette question, mais résumer le socialisme à la chinoise et le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère en particulier comme un régime confisqué par une figure monarchique toute puissante, c'est décidément une conclusion beaucoup trop simpliste. Bon, j'enfoncerai le clou dans de futures capsules sur cette question d'un régime mixte, à la fois monarchique, je le répète, aristocratique et démocratique. Mais pour l'instant, pour le moment, considérez en tout cas que cette hyper-présidentialisation du socialisme à la chinoise s'accompagne en même temps d'une importance croissante de la CCPPC, du rôle qui jouent donc les 8 partis politiques du paysage chinois et que cette importance croissante de ces partis est un argument massif, une objection massive contre la thèse d'un totalitarisme chinois. Voilà, il y a du pain sur la planche pour la sociologie politique. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour continuer cette analyse des concepts d'absolutisme et de totalitarisme. Je vous souhaite une belle journée en attendant. Belle journée à tous.